Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous revenons aujourd'hui sur les conséquences probables de l'élimination en Syrie à la fin octobre par des commandos américains héliportés du leader islamique de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, qui figure sur notre mur de studio, en analysant ce que pourrait donc être désormais l'avenir de Daesh dans toute la région moyen-orientale, principalement en Syrie et en Irak, mais aussi au plan mondial et international. Rappelons tout de même quelques données de référence pour situer notre analyse. La première remarque, c'est que cette double élimination le 27 octobre dernier de Abu Bakr al-Baghdadi, le chef suprême de l'État islamique, mais aussi, semble-t-il, de son successeur déjà désigné, est certes un coup très dur porté à Daesh, mais il ne le condamnera pas évidemment à une prochaine quasi-disparition de la carte du Moyen-Orient. Tout simplement parce que dans cette mouvance initiée par Daesh et entretenue sur la toile Internet et les réseaux sociaux islamiques dans toute la région et même à l'échelle mondiale, ce ne sont pas tant les chefs emblématiques ni les territoires dominés qui comptent, mais plutôt l'idéologie fanatique de ce mouvement qui s'est propagé vers des dizaines de milliers d'islamistes radicaux. Deuxième remarque, il faut comprendre que malgré ces défaites militaires successives, l'État islamique, ou Daesh, qui ne contrôle presque plus de territoire en Syrie et en Irak, a déjà entamé, depuis un certain temps, sa mue en organisation clandestine qui parvient à mener toujours des attaques sanglantes, car Daesh a des armes et des hommes, même s'il n'a plus de califat territorial. 5 ans après son surgissement, le mouvement djihadiste avait perdu, au début 2019, le dernier lambeau de son empire, une sorte d'ex-Sunnistan à cheval sur la Syrie et l'Irak, dont les villes de Raqqa et Mossoul, tombées en 2017, étaient les capitales. Les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis avaient ainsi annoncé en mars dernier, peut-être un peu trop vite, la fin du califat autoproclamé par le groupe donc Daesh, après avoir conquis Baghouz, le dernier territoire tenu par cette organisation djihadiste en Syrie. Troisième remarque, pourtant, si elle avait scellé la fin du califat au plan territorial, cette perte de cette ville de Baghouz n'a pas mis un terme au danger djihadiste en Syrie et en Irak, exactement comme la mort à présent de al-Baghdadi. C'est qu'à défaut de contrôler des morceaux de territoire, le mouvement dispose de cellules dispersées dans le désert qui se sont déjà converties à l'art de la guérilla. Depuis plus d'un an, en effet, le groupe a mené plus de 250 attaques en Syrie, tuant et blessant près d'1 millier de personnes, et des attaques qui confirment donc une certaine résurgence de l'État islamique dans ce pays, comme en Irak. C'est ainsi qu'il ne s'est pas écoulé un seul mois sans que Daesh ne se manifeste par un attentat, un assassinat, une embuscade meurtrière ou même une prise d'otage. Autre remarque, malgré les déclarations répétées des dirigeants irakiens et syriens sur leur miraculeuse victoire remportée contre l'État islamique, Daesh est toujours bel et bien présent dans ces deux pays où il s'est organisé. Autre remarque connexe, même si le grand califat qui fut proclamé en juin 2014 à la mosquée de Mossoul par ce fameux al-Baghdadi sur les nombreux territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie, eh bien même si ce califat a été battu en brèche depuis 18 mois, il faut constater que l'État islamique est très loin d'avoir dit son dernier mot. Car non seulement ces combattants djihadistes continuent de mener des actions sanglantes ici et là, mais Daesh, tel une hydre renaissant sans cesse dans ses sanctuaires, est reparti à l'offensive dans certaines régions de l'immense désert syro-irakien qui échappe au contrôle des troupes de Bagdad et de Damas. Enfin, dernière remarque préliminaire, c'est que parvenant à évacuer de nombreux cadres, combattants, armements, hors de ses principaux bastions avant qu'ils ne tombent ou ne chutent, et les a évacués en direction de diverses zones désertiques dont j'ai parlé, mais assez peuplées en fait du désert irako-syrien, eh bien Daesh n'a pas été détruit, contrairement à ce que l'on a prétendu à Bagdad et à Damas, car après s'être replié courant 2017, Daesh s'était réorganisé en tissant un large réseau social, politique et militaire de 30 000 combattants, à l'aise comme des poissons dans l'eau, parmi les populations sunnites locales où il relance ses cellules dormantes en Irak et en Syrie. Enfin, il s'avère que d'après l'ONU, Daesh génère toujours des revenus grâce à ses activités criminelles et il disposerait d'un bulletin de guerre évalué entre 50 et 300 millions de dollars, de quoi financer l'activité de ces cellules urbaines, tout comme son retour au désert dont nous avons parlé. Une référence à l'époque charnière qui avait vu l'État islamique se replier vers le nord irakien après avoir été chassé des villes dans les années 2008-2010. Le tout avant de repasser à l'offensive 3 ans plus tard. En définitive,
Aviv. Et c'est ce qui permet aussi de situer un peu notre débat. Même une fois son califat territorial perdu, Daesh renaît donc de ses cendres et tente même de se procurer des drones en ce moment par la Libye, un pays qui est devenu son nouveau sanctuaire, le tout en vue de peut-être organiser de futurs méga-attentats en Europe. Alors pour parler de ce point, à la fois de conjoncture et pas seulement de conjoncture, de point stratégique sur Daesh, pour parler de ce sujet avec nous, à mes côtés, le docteur Ephraim Herrera. Bonjour et shalom. Ephraim, vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire des religions à la Sorbonne et en 2013, vous publiez votre thèse intitulée, vous publiez comme livre, L'image du juif dans les textes fondateurs du soufisme et du schisme. Ça, c'était la thèse. Et puis, quelques temps après, vous êtes l'auteur de l'ouvrage. Et c'est ça, en fait, le livre que vous avez produit sur le sujet, Le djihad de la théorie aux actes, qui est paru en avril 2015 aux éditions Elkana. Vous y présentez la genèse donc, du djihad, d'un point de vue à la fois historique, religieux, afin de permettre au lecteur une meilleure appréhension de cette idéologie. Vous y proposez aussi des pistes de réflexion sur la nécessité d'endiguer ce dangereux phénomène. Précisons aussi qu'en tant que spécialiste de l'islam, vous contribuez régulièrement dans la presse israélienne autour de différentes thématiques, dont celle justement du djihad, en intervenant notamment sur plusieurs sites internet d'information et des chaînes de télévision comme Ynet, Arutz Knesset et I24 News. Alors, la première question qui tombe sous le sens, Ephraim, est-ce que vous ne pensez pas que le ton par trop triomphal de Trump qui a annoncé l'élimination de al-Baghdadi avait pour intention un peu de masquer les effets négatifs du retrait américain de Syrie, qui a en fait remis en selle indirectement, sous l'égide de la Turquie, les milices djihadistes dans ce pays ? Oui, je crois que de manière systématique, depuis que Trump est au pouvoir, on essaye de voir chacun des actes qu'il fait. Il a promis qu'il les ferait et il les réalise comme servant ses intérêts propres. C'est une victoire extraordinaire de l'Amérique. C'est le dirigeant de l'entité qui a causé le plus de dommages au Moyen-Orient, et en plus avec une visée qui pouvait être terrible. C'est un État qui était aussi grand que la Grande-Bretagne à son apogée, c'est-à-dire c'est 10 fois la taille d'Israël. Et il a réussi, après des années de recherche, on sait comme c'est difficile d'éliminer des dirigeants d'entités terroristes ou d'entités totalitaires comme l'État islamique. Et il a mis ses meilleures troupes. Il ne faut pas oublier que c'est le chef des armées américaines. La responsabilité lui incombe. Si ça avait échoué, cette mission, tout le monde aurait dit Trump a pris des risques insupportables. Rappelez-vous ce que disaient les journaux qui sont opposés à lui, le New York Times, le Washington Post, Le Monde et autres, juste avant qu'il fasse cette action. Ils avaient dit, si vous vous retirez de cette zone tampon entre la Turquie et la Syrie, à ce moment-là, vous renforcez l'État islamique. Et c'est le reproche qu'on lui a fait. Aucun des pays qui lui faisait ce reproche, d'ailleurs, n'a proposé d'envoyer ses troupes. La France en premier. Donc lui, il a dit qu'il allait retirer ses troupes du Moyen-Orient, il le fait. Il a dit qu'il continuerait à combattre l'État islamique. Il le fait de la meilleure manière, puisqu'il a réussi à éliminer et al-Baghdadi et un de ses principaux seconds. Donc je crois qu'on ne peut que le féliciter. Mais tout de même, puisque cette décision, on ne peut pas ne pas remarquer qu'elle intervient de manière presque contiguë avec, donc, comme vous le disiez, le retrait américain qui lui-même a poussé la Turquie par l'intermédiaire de milices sunnites extrémistes de commettre des méfaits terrifiants contre les Kurdes dans les zones de cette fameuse Nord-Syrie où les Kurdes ont été obligés de se replier. Et donc, c'est finalement, si vous voulez, il y a quand même un enchaînement d'événements qui est un peu troublant. Un peu troublant quand on fait des procès d'intention. Il n'y a pas de factuel. Les Kurdes sont très contents. Ils sont très satisfaits de l'action américaine. Si vous prenez l'analyse de ce qui s'est passé contre al-Baghdadi, ils l'ont félicité. Parce que c'était un grand risque, c'est une opération très complexe à mener. Vous avez besoin de beaucoup de données, beaucoup d'informations. Ça fait très longtemps qu'il le cherchait. Bien sûr, ça fait des années qu'on le cherche. Ça fait des années depuis qu'il est... en fait, il était déjà une fois prisonnier des États-Unis. Mais il était en Syrie, en fait. C'est en Syrie que ça s'est passé. Là, ça s'est passé en Syrie, bien sûr. Et donc, en fait, le point central, c'est que du point de vue de Trump, que s'est-il passé dans cette zone tampon ? Les Turcs n'entrent pas et ne rentrent pas en guerre ni avec les Kurdes ni avec les Syriens. Les Syriens n'ont pas besoin de rentrer en guerre. Les Kurdes ont à se déplacer
Il n'y a pas beaucoup de Kurdes dans cette région, dans les 30 premiers kilomètres. Qu'est-ce que vous avez comme ville? Vous n'avez pas de grande ville dans ces 30 kilomètres. Il n'y en a pas. Il n'y a Kobané qui fait quoi? 40 000 habitants. Encore une autre ville qui fait 20 000. Et puis après, la troisième fait 6 500 habitants à peu près. Donc, ce n'est pas une région très peuplée. Et ça a amené la sécurité dans la région à des prix pour les différents partis. C'est pas un drame, ça n'a pas été un abandon absolu. Les femmes ne sont pas violées et les hommes tués là-bas. Donc les Kurdes, par rapport à ce qu'ils ont subi dans le passé, de par les Turcs ou ailleurs, c'est rien. Alors, voilà. Pourquoi on a vu une tribune assez intéressante dans le Washington Post il y a 48 heures de Brett McGurk, qui est l'envoyé spécial de la coalition internationale, donc de la part de Washington, une tribune contre Daesh, dans laquelle il a déclaré donc cette semaine, il y a quelques jours, dans ce journal que les États-Unis devront demander des comptes à la Turquie sur al-Baghdadi. Parce qu'il suppose qu'on s'attendait à ce qu'on le trouve à Raqqa, ou bien dans le désert, comme vous l'avez signalé, là où c'est beaucoup plus facile de se cacher. Tout d'un coup, on le retrouve à la frontière turque. Comment ça se fait? Donc les Turcs étaient dans le coup. On n'en sait rien. Moi, je n'aime pas du tout faire des analyses de procès d'intention et de conjoncturel. On a des faits, on a les faits devant nous. Et on essaye de les analyser. On essaye de voir. Après, le rôle des États-Unis de vérifier, ça peut faire des unes de journaux, mais ce n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de factuel. Le factuel, c'est qu'il a été éliminé. Et en Syrie, et dans cette zone. Et en cette zone, et il y a eu c'est une action extraordinaire qu'ont fait les États-Unis en nous libérant de cet assassin. Alors, autre question, puisqu'on va essayer par rapport au fait de prendre une certaine distance analytique, pensez-vous qu'après ces événements et donc le discours de victoire du président américain, Daesh va pouvoir désormais, du moment qu'il lui sera plus difficile d'agir dans un certain nombre de ces zones, est-ce que Daesh va vouloir et pouvoir organiser et même perpétrer des méga-attentats vengeurs au Moyen-Orient, en Europe, voire même en Amérique peut-être? Il essaye de le faire en continu et c'est évident. Il va continuer à le faire. Est-ce que ça veut dire que, j'ai vu dans différents médias, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'est profitable d'éliminer le chef de l'État islamique? C'est comme si on me disait, vous savez, il y a d'autres assassins. Alors c'est profitable d'arrêter des assassins ou de les éliminer? C'est le syndrome il y a de d'autres Stockholm. voleurs, absolument, mais c'est pire que ça. C'est pire que le syndrome de Stockholm. C'est comment dire, il y a une telle haine de la politique américaine, une telle haine personnelle de Trump qu'on essaye de dire comment ce qu'il fait n'est pas bien. Imaginez que ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'ait fait, mais il aurait eu le prix Nobel de la paix, d'avoir éliminé du monde un tel terroriste qui veut l'idéologie de l'État islamique, c'est la domination politique et juridique du monde par l'islam, par son islam. D'accord? Nous, à ce moment-là, on se retrouverait des dhimmis, des sous-hommes qui n'avons aucun droit civil, et on devrait payer des taxes, on nous taperait sur le cou, et on n'aurait pas le droit de marcher sur le même trottoir qu'un musulman. Il faut imaginer ce que c'est. Donc c'est très important. Il y aura probablement des tentatives, j'espère qu'elles n'arriveront pas à se concrétiser, d'attentats. Il y en a eu toujours. Mais c'est un devoir de se battre contre le mal et contre ces gens qui veulent casser toutes les démocraties du monde et imposer une conception radicale et totalitaire à l'ensemble de l'humanité. On disait à l'instant qu'une telle opération se prépare très longtemps à l'avance. Alors, comment dans les salles de briefing, on n'y était pas, mais comment on peut imaginer, et maintenant a posteriori, la définition et l'utilité, on l'a comprise, mais la définition des buts stratégiques de l'élimination de Baghdadi, comment vous le coucheriez par écrit, ça? Le but stratégique de l'élimination de Baghdadi, c'est le dirigeant d'une entité qui maintenant n'est plus une entité géopolitique, mais qui reste avec ses wilayats. C'est des régions. Vous avez wilayat Sinaï, la région du Sinaï, où il y a des attentats toutes les semaines. Vous avez des tas d'autres endroits dans le monde, en Libye, en Syrie, en Irak, un peu partout où ils perpètrent des attentats. Donc, le but stratégique, c'est de montrer à ce mouvement idéologique qui a ses racines profondément dans l'islam orthodoxe. C'est pas pour rien qu'il se fait nommer Al-Quraishi. Je viens de la tribu de Quraysh, qui est du prophète. Donc, j'ai le droit. Quelle est la différence en droit musulman? Pourquoi c'est important qu'il s'appelle Al-Quraishi? C'est parce que seul un dirigeant, un calife qui est descendant de Mohammed
et qui dirige le monde musulman est apte et, comment dire, il a l'autorité et le droit, dans le droit musulman, de faire d'un djihad offensif. Sinon, c'est seulement un djihad défensif. Donc, pour pouvoir imposer au monde son idéologie, il faut qu'il soit Qurayshi. D'accord ? Quand on l'élimine, on a montré au monde musulman dans son ensemble, et je pense que l'Occident devrait le dire clairement, parler en termes religieux. Allah est contre vous. Il remet ces gens qui ont cette conception, cette idéologie, aux mains des infidèles. Je suis prêt à m'appeler infidèle et à continuer ça. C'est un but stratégique de premier ordre qui a été... On reste une victoire militaire qui transmet dans la langue lisible par ceux à laquelle elle s'adresse que cette voie ne marchera pas. Il faut absolument le montrer parce que la seule condition pour l'islam orthodoxe classique qu'il représente, jamais l'université d'Al-Azhar en Égypte n'a condamné sa théorie, parce que c'est la théorie fondamentale de l'islam. Il ne dévie pas de l'islam. C'est la conception de base qu'à la fin des temps, il y aura un calife qui va diriger une guerre contre Rome, contre l'Occident, et qui va la gagner et qui va imposer l'islam au monde. Donc voilà, c'est une grande réussite. Alors au vu de ce point très important marqué par les Américains et les démocraties contre le totalitarisme islamique, comment voyez-vous de manière, c'est peut-être un sujet connexe, mais qui est lié, puisque et dans la géographie et dans le temps, ça s'est passé presque au même moment, de manière contiguë. Comment vous voyez plus généralement que la situation va évoluer en Syrie, en Irak, et en Syrie tout particulièrement, où ça fait depuis 2011, depuis presque 9 ans, 8 ans qu'il y a cette guerre civile. Comment les choses vont évacuer ? Est-ce que ce bon point qui est d'une certaine manière spécifique par rapport à l'État islamique, va jouer à l'avantage, disons, d'une solution négociée là-bas, ou est-ce que c'est tout de même pas à nouveau la Russie qui sort un peu maîtresse du jeu après le retrait américain ? Très difficile de savoir ce qui se passera en Syrie. Vous avez les Alaouites qui sont une minorité. Ils sont une minorité, c'est-à-dire le régime d'Assad. Il s'est imposé en Syrie. Et il est soutenu, parce que les Alaouites sont considérés comme non musulmans. Il a forcé le grand moufti de Syrie de le reconnaître comme musulman, mais ils sont considérés comme les pires traîtres. Donc vous aviez une majorité sunnite qu'il est en train d'essayer d'évacuer, et les Turcs veulent les remettre. Et vous avez l'Iran donc, qui soutient ces Alaouites, parce que c'est aussi, comme la Shia, ça sort de l'islam, et ça sort de la Shia, en fait. Ce sont des dissidents de l'islam. Voilà, c'est des dissidents avec dissidents, qui sont aussi avec Ali comme idole, il y en a qui disent même comme Dieu. Donc ils sont soutenus par l'Iran qui vise à exporter la révolution de Khomeini, la révolution d'Ayatollah vers l'extérieur, et la Russie qui veut avoir toujours ses bases sur la Méditerranée, et donc avec ses ports, et qui veut réinsérer le Moyen-Orient, se remontrer comme une puissance qu'elle n'est pas au niveau économique, mais qu'elle est au niveau de son intelligence, tant de la diplomatie que de l'usage de ses armes. Et donc vous avez ce phénomène qui est là d'un pays divisé. En fait, tant la Syrie que la Jordanie, que le Liban, que l'Irak sont des pays artificiels. C'est le problème de base dont personne ne parle. Ce sont des pays qui ont été inventés par la France et l'Angleterre. Et de manière probablement, de manière sue et consciente, composés d'entités qui se détestent. Les Maronites, les sunnites, les chiites, les druzes, oui, tout ça c'est au Liban. Ces fameuses frontières tracées au cordeau dans les salles des ambassades qui ne correspondent pas au pays réel. Et c'est même pire que ça. Qui explosent aujourd'hui. Exactement. Vous avez le roi Hussein qui vient en Jordanie. D'où il vient ? Il vient du Hijaz. Mais on n'a pas donné à sa famille, hachémite, qui descend du prophète, on ne lui a pas donné l'Arabie Saoudite. Alors pour compenser, on lui a donné la Jordanie. Les Bédouins de Jordanie, ce n'est pas des Bédouins de la famille de Hussein, c'est un pays complètement artificiel. Donc on a un phénomène de base de pays qui ne sont pas des pays, qui sont des ensembles d'entités qui se détestent. Essayez de faire quelque chose avec ça. En plus, ils n'ont pas passé le siècle des Lumières, ils n'ont pas la notion de démocratie, il n'y a aucune chance. Et c'est pour ça que ces États du Moyen-Orient, les États-nations, qui tenaient pendant la période de la guerre froide, parce qu'ils étaient soutenus par tel ou tel grand bloc, aujourd'hui, avec peut-être 20-30 ans de décalage, puisque l'effondrement du mur de Berlin et la fin du monde communiste et la fin de la guerre froide, ça date d'il y a presque une trentaine d'années. Et maintenant, enfin, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le philosophe français André Glucksmann, il avait dit que les printemps arabes qui avaient commencé en
2011, était due c'était la dernière onde de choc de la fin de la guerre froide qui arrivait avec 25 ans de retard au Moyen-Orient. Et donc ça fait voler en éclats les grands États-nations qui correspondent à rien au plan des ethnies et des appartenances religieuses. À part que, par exemple, en Allemagne, vous avez l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est qui parlent l'allemand, qui sont chrétiens, protestants majoritairement. Donc après, une fois qu'on fait tomber le mur, on a une entité qui tient. Ouais. On a une entité qui tient. Ici, non, c'est pas le cas. D'accord. Et vous avez un phénomène de base. Le docteur Shmuel Bar, qui est un spécialiste de l'islam, avait parlé. On parlait un peu arabe des 3 faits. La lettre fait, pas une fait magique. Il y a la fitna. La fitna, c'est la lutte intestine entre musulmans, qui est essentielle depuis le début de l'islam. D'accord. Il y a le façade, c'est la corruption. Tous ces pays sont corrompus. On prétend qu'en Irak, il y a 4 fois le produit interne brut qui a disparu. Qui a disparu aux mains de ces gens-là. Au Liban, c'est pareil. Ils se sont remplis les poches, les dirigeants, qu'ils soient maronites ou chiites. D'où le mouvement sunnites. Populaire d'aujourd'hui. Bien évidemment. Donc ça, c'est on a parlé de la fitna, on a parlé du façade, et il y a la fawda, le désordre absolu. Vous allez maintenant, si vous vivez au Liban, vous ouvrez votre robinet, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et si vous êtes riche, alors vous avez des camions qui descendent au sud Liban et qui remplissent des camions citernes et qui remplissent la citerne dans la maison à Beyrouth. L'électricité, il peut y avoir des interruptions de 12 heures et tout le monde achète des générateurs. Donc on est dans une situation de désordre absolu. Les ordures ne sont pas enlevées. Maintenant, ce qui se passe au Liban, c'est à 2 doigts d'exploser. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de circulation. Ça énerve beaucoup les sbires du Hezbollah qui en fait jouissaient d'une espèce de construction dans laquelle, en tirant les ficelles de la vie politique, ils représentaient les intérêts de l'Iran. Et tout d'un coup, comme le peuple est sorti dans les rues, on est dans une véritable inconnue, dans un chaos qui les menace grandement. Oui, mais ils ne laisseront pas faire. Et donc, vous pensez qu'on va vers Ils ne sont pas gentils, les certainement. Donc, ils vont pas laisser faire. Imaginez les centaines de millions de dollars, si ce n'est pas des milliards, qui ont été investis par l'Iran, avec plus de 100 000 roquettes. Ils ont exporté leur révolution. Armada. Ils vont laisser faire des gentils étudiants qui mettent des tentes dans les rues. C'est une plaisanterie. Alors, vous êtes un spécialiste donc, de l'islam et de l'histoire religieuse de l'islam et géopolitique. Et on remarquait tout à l'heure que, paradoxalement, la minorité alaouite en Syrie, à laquelle appartient le clan Assad, s'était imposée, représente 8 à 10% seulement de la population. C'était imposé à la fois à l'époque grâce aux Russes et puis petit à petit et surtout grâce à l'Iran. Et il y avait eu, je me souviens, dans les analyses qui avaient été faites même il y a une dizaine d'années, même si l'ethnie religieuse alaouite n'est pas forcément chiite, il s'avère qu'au fur et à mesure des années, l'Iran a monnayé son soutien à la Syrie, à ce régime, en demandant à Assad d'ouvrir ses écoles et ses mosquées aux prêcheurs chiites qui donc ont pris de l'importance en Syrie. Absolument, absolument, vous avez parfaitement raison. Mais en fait, comment ils sont arrivés au pouvoir? C'est parce que les sunnites... qui étaient, eux, les dirigeants de facto, c'était pas très bien pour eux d'aller à l'armée. Donc, ils ont laissé les Alaouites faire le sale travail. Mais quand on a les armes, on a les armes. Hein. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où le régime Assad, qui était au bord du gouffre avant l'intervention russe de septembre 2015, a été complètement remis en selle. Il a été remis en selle, mais surtout par les Russes. Les Russes veulent une stabilité. Ils ne laisseront pas faire en Syrie. Ils ne laisseront pas s'instaurer en Syrie une situation instable. Parce qu'ils ont besoin de leur port stratégique sur la Méditerranée. Et ils veulent rester actifs et importants au Moyen-Orient. Ils ne laisseront même pas faire les Iraniens. Mais ils vont jouer sur les équilibres. Ils vont jouer les équilibres. Alors, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites depuis avant la mort, l'élimination de Baghdadi, lorsque les Américains sont retirés, des critiques disant que c'était irresponsable, etc. Un des intervenants que j'ai invité dans un précédent magazine a fait quand même remarquer que les Russes, dont on dit qu'ils sont les maîtres tout-puissants du Moyen-Orient aujourd'hui, ne disposent que d'une base importante, celle de Tartous, alors que les États-Unis conservent 68 bases au Moyen-Orient. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Mais ma question, c'est la suivante, on met toujours dans le même sac, et ces analyses l'ont fait récemment dans la presse française, européenne, disons le fait que ce retrait américain, cette nouvelle donne, favoriserait l'axe Iran-Russie-Turquie. Mais en même temps, puisqu'il y a eu des sommets entre Poutine, Erdogan et Khomeini,
En même temps, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que sur le terrain, lorsque les Pasdaran, les gardes révolutionnaires iraniens qui ont donc des bataillons dans différents endroits pour protéger leurs bases et leurs arsenaux, ont gêné la politique russe, eh bien, il y a eu jusque-là même des affrontements entre Russes et Iraniens en Iran en Syrie, pardon. Oui, ils ne sont pas encore en Iran, en Syrie. Et ça augure peut-être du fait que lorsque, dans une autre étape, si toutefois elle arrive, les Russes voudront imposer une solution, ils vont se heurter aux Iraniens. Si les Iraniens n'iront pas se heurter trop avec les Russes, ils comprennent l'équation quand même. Oui, ils comprennent l'équation, mais je voudrais quand même quelque chose. Au nom de la morale, on fait des reproches aux États-Unis, au nom d'une morale, qu'ils ont éliminé el-Baghdadi, que ça renforce l'axe chiite et ça affaiblit l'axe sunnite. Donc au nom de la morale, on fait de la réelle politique la plus basse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre des assassins et on va les laisser en place pour aller se battre avec les autres. C'est ça qu'on appelle la morale? Des gens qui veulent imposer au monde leur vue et qui essayent de le faire, qui font des attentats en France, qui font des attentats en Libye, en Égypte, partout où ils peuvent. Ils appellent à détruire la France. Ouais. Et la France dit c'est pas bien ce que fait Trump. Il y a quelque chose d'inconséquent. Au niveau des grands États, tout de même, la Turquie, dans la question syrienne, joue un rôle qui n'est pas très enviable non plus. Même si elle veut défendre sa frontière et que, disons qu'avoir utilisé des milices islamistes proches de Al-Qaïda, pas forcément de l'État islamiste, mais de Al-Qaïda pour avancer dans la zone tenue par les Kurdes, c'est tout de même assez cynique. Oui, mais enfin, c'est leur habitude. Hein. Le génocide des Arméniens a été reconnu par les États-Unis. Les Turcs, en général, ils ne prennent pas de demi-mesure. Oui. Hein, quand vous avez... une fois, j'ai été interviewé, j'ai dit que Erdogan était un dictateur. Alors, il y avait un docteur de l'université de Jérusalem qui me dit non, il n'est pas dictateur, il est juste autoritaire. Je lui ai dit, j'ai répondu, il a démis de leurs fonctions 4000 juges. Imaginez Netanyahou qui démet de ses fonctions à la proportionnelle 400 juges. On dirait qu'il est juste autoritaire. Non, on croit rêver. On connaît la conception et la presse jugulée, les journalistes arrêtés. Voilà, c'est plus de 100 000 personnes qui sont évacuées de la fonction publique. Toute personne qui est contre Erdogan se retrouve en prison. On tue des journalistes. Oui, après la tentative de coup d'État. C'est impensable. C'est un État plus que totalitaire. Donc, voir qu'il fait des calculs comme ça. Pourquoi, quelquefois, lorsque nous écrivons des articles, parce qu'on a besoin de périphrases, on ne peut pas répéter Erdogan, le sultan d'Ankara, parce que c'est un vrai sultan. Non, il faut bien comprendre que c'est pas rien, c'est plus que ça, c'est le calife d'Ankara. Que vous avez El-Qaradawi, qui est maintenant s'est retiré, mais qui est le grand maître de l'islam du XXe siècle, qui est frère musulman. Quand il est arrivé sur le Kikar Tahrir, sur la place de Tahrir, il y avait plus d'1 million de personnes pour l'écouter. Et il a dit... Il revenait de Londres, je crois. Oui, il a sa famille qui habite à Londres, etc. Donc il connaît bien. Il était un grand ami de l'ancien maire de Londres, etc. Donc El-Qaradawi a dit la personne la plus habilitée à renouveler le califat, c'est Erdogan. D'accord ? Donc il a une position vue dans l'axe des frères musulmans comme étant l'homme qui va être le futur calife. Donc il se l'imagine, oui. Alors, puisqu'on s'approche presque du terme de notre émission et qu'on parle de mesures salutaires prises par l'administration américaine, surtout pour éliminer, on pourrait dire, ce criminel islamiste qui est al-Baghdadi. Alors, y a-t-il, du point de vue des États-Unis et aussi d'Israël, dans le Moyen-Orient troublé d'aujourd'hui, des gens qui sont, comme le titrait le Jerusalem Post en anglais hier, sur la liste des cibles potentielles des États-Unis et d'Israël? On citait 3 noms: le général iranien Qassem Soleimani, qui est l'homme, disons, des actions iraniennes en Syrie et qui menace aussi aujourd'hui Israël. Et le second nom, c'est le chef du Hezbollah, évidemment, Hassan Nasrallah. Et puis, quelqu'un de moins connu, mais qui est tout aussi actif, c'est le chef du djihad islamique de Gaza, qui est en fait l'appendice, le supplétif de l'Iran dans la bande de Gaza, qui s'appelle Baha Abu al-Atta. Est-ce que vous pensez que ces 3 noms sont sur la sellette et qu'il y a peut-être aussi d'autres gens dont les États-Unis et Israël tout particulièrement devraient s'occuper? Ah oui, la liste est très longue, et certainement que ce Soleimani, vous avez dit c'est tout ce qui concerne la politique militaire
En dehors de l'Iran, c'est chez lui. C'est sa responsabilité. C'est-à-dire, c'est le Hezbollah, mais c'est aussi en Syrie, c'est aussi en Irak, c'est aussi tout ce qui n'est pas en Iran. Et c'est un homme très fort, qui a beaucoup d'expérience, qui sait gérer des conflits, qui a fait des guerres, et donc il n'est pas du tout irremplaçable. Il n'est pas du tout remplaçable. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas tout le monde qui a les dons qu'a ce général iranien. Et s'il disparaissait de notre monde, ce serait un grand bienfait pour l'humanité, et les autres aussi. En fait, on a toujours en Israël une fausse conception qui est de dire, si on élimine celui-là, alors va venir quelqu'un de pire. Oui. Alors on a toujours la théorie du pire, mais en fait, il y a toujours le pire. Quand le Hamas dit, mais moi je ne voulais pas me battre, c'est pas moi qui ai tiré, c'est le djihad islamique. Et puis après, ah non, c'est pas le Hamas, c'est Al-Qaïda, c'est pas Al-Qaïda, c'est l'État islamique, etc. On finit jamais. Il y a le mal, il faut combattre le mal, indépendamment d'autres raisons. Et c'est ce qu'a fait cette analyse pseudo-realpolitique et pseudo-géopolitique, elle a entraîné les pires conséquences. Et les compromissions. Je me rappelle au niveau, à l'époque des accords d'Oslo, quand on disait, mais s'ils tirent, on accusait la droite d'avoir dit ils vont tirer des roquettes. Et s'ils tirent des roquettes, on leur rentrera dedans. Bon, on a vu, non. Maintenant, ils tirent les roquettes et bien plus que tout ce que les plus pessimistes avaient prévu. Et est-ce que, justement, vous pensez que, en ce qui concerne le cas du général Qassem Soleimani, c'est très intéressant parce que, si je ne me trompe pas, il est le responsable de la force Al-Quds et des gardes révolutionnaires. Et alors là, on n'a pas trop le temps de développer, mais c'est intéressant de voir qu'il y a l'armée iranienne classique et il y a le corps spécial des gardes... Bon, il faut dire pas d'armée, il y a une armée, mais elle est complètement de côté. Là... Ceux qui dirigent le pays, ils ne dirigent pas l'armée. Les gardes de la République ne dirigent pas l'armée uniquement. C'est-à-dire, ils sont responsables de tout ce qui est la partie atomique, de tout ce qui est la partie des missiles. Et les forces navales. Oui, mais aussi toutes les télécommunications, une partie des banques, toutes les ressources énergétiques. Tout ça, c'est entre les mains d'une petite population qui s'enrichit de manière éhontée, malgré l'inflation terrible qu'il y a en Iran. Eux, ils continuent à bien vivre. C'est une horreur absolue. Et je pense que le fait que le président Trump a bloqué leurs comptes et les a mis sur la liste noire, c'est très bien. Non, mais ça montre bien qu'en Iran, d'une certaine manière, il y a aussi des luttes intestines au niveau du pouvoir. Mais bien évidemment, il y a aussi le façade, il y a aussi la corruption, il y a aussi la fitna, et vous avez tous les mêmes éléments. Et la population, elle, est exaspérée. Elle ne peut même plus acheter le riz perse. Le riz iranien, elle ne peut pas l'acheter. Il est trop cher. La vie et alors pourquoi la vie explose. Lorsque je m'étais entretenu il y a quelques années à Paris avec une jeune iranienne juive d'ailleurs qui était une physicienne et qu'on m'avait présentée, qui venait d'obtenir l'asile politique en France. J'ai passé 3 heures avec elle. C'était passionnant parce qu'elle parlait très bien français et elle expliquait ce qui se passait dans son pays. Elle m'a cité un chiffre que vous allez peut-être me confirmer qui m'a complètement stupéfait, justement par rapport à la structure interne du pouvoir iranien, à savoir, bon, on se demande, on voit bien que, comme vous venez de le dire, le corps des gardes de la Révolution est un État dans l'État et qui joue un rôle fondamental. Et elle m'avait dit, à ma question, pourquoi alors la population iranienne ne va pas dans les rues comme elle l'avait fait au moment de la seconde élection truquée de Ahmadinejad, alors qu'Obama avait soutenu Ahmadinejad et n'avait pas soutenu les centaines de milliers d'Iraniens qui défilaient. Je crois que c'était en 2009, ça. Pourquoi, avais-je demandé, la population ne se soulève pas? Elle m'avait répondu avec un chiffre qui m'avait glacé. Elle me dit, est-ce que vous savez, sur à peu près 80 millions d'Iraniens, un peu plus, combien il y a de gardes de la révolution islamique? Oui. Il y a 7 millions. Et puis vous avez les bassiges. Vous avez aussi les bassiges qui sont les jeunesses, oui. Bien évidemment. Donc en fait, c'est un État dans l'État qui n'est pas du tout... Mais 7 millions sur 70, sur 80 millions, c'est presque 10% enrôlés dans une sorte de Waffen-SS par rapport à la Wehrmacht de l'époque. Voilà, donc, exactement. Mais c'est extrêmement... C'est-à-dire que le régime est verrouillé complètement. Complètement, on ne peut rien faire. Et puis ils mettent en prison, ils supplicient et ils tapent. Tout de suite, ils savent quelles sont les têtes et les têtes disparaissent. Ils disparaissent. En fait, vous avez toujours, on parle de printemps arabe, j'ai vu le titre de la BBC en arabe qui disait, est-ce qu'on a maintenant un
un printemps arabe, nouveau printemps arabe. Alors ici, le printemps, c'est quand on arrête les gens, qu'on tue des centaines de personnes, qu'on blesse des milliers de personnes et qu'on arrête des milliers de personnes. Alors on a un printemps arabe en Égypte, en Liban, en Irak. Ça s'appelle pas un printemps, ça c'est l'horreur. C'est l'horreur qui se passe dans nos pays voisins. Comme quoi je dirais, les définitions sémantiques du lyrisme européen sont complètement désadaptées par rapport aux réalités du Moyen-Orient. En antiphase, pas désadaptées, en antiphase. En tout cas, merci pour cette conversation intéressante. On est parti d'Al-Baghdadi, on est arrivé en Iran. Il y a beaucoup de travail pour le monde démocratique dans cette partie du monde. Je vous remercie d'être revenu, Ephraim Harari. C'est à présent la fin de notre journal et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés.